Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir pour notre premier webinaire de la saison parenthèse. Je suis Marine, coordinatrice exécutive chez Nexus Santé, et je suis ravie d'accueillir notre experte Maude Roy-Vallière ce soir pour nous parler du jeu libre comme outil pour le bon développement des jeunes enfants. Alors avant de commencer, je vais vous faire quelques commentaires sur le déroulé du webinaire. Celui-ci sera enregistré et disponible à une date ultérieure sur notre chaîne YouTube. La présentation que Maude va nous montrer ce soir sera elle aussi rendue disponible. Nous répondrons aux questions en fin de webinaire et nous vous remercions de ne pas poser de questions permettant d'identifier des personnes. Avant de commencer la présentation, je voudrais prendre quelques instants pour reconnaître l'importance de la connexion physique et spirituelle que les autochtones ont à la Terre. Alors d'un océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire ancestral et existant de toutes les Premières Nations et Métis. Pour ma part, je suis située sur les terres Haudenosaunee et Mohawk. Veuillez vous joindre à moi dans un moment de réflexion pour reconnaître les torts et les erreurs du passé et du présent et pour réfléchir à la façon dont chacun peut, à sa manière, avancer dans un esprit de réconciliation, de collaboration et de changement systémique. Merci. Alors, notre webinaire de ce soir est présenté par Maude Roy-Vallière. Maude est doctorante à l'Université du Québec à Montréal et je vais lui laisser la parole et le soin de se présenter elle-même. Maude, c'est à toi. Voilà, donc, bonsoir tout le monde. Je suis bien contente d'être avec vous ce soir, en fait, pour vous parler du jeu libre comme outil pour le bon développement des jeunes enfants. Donc, ensemble, en fait, la présentation devrait durer à peu près 45 minutes, puis on va se laisser un bon 15 minutes à la fin là, pour des discussions, pour des questions, toutes sortes de choses. Euh, donc, comme Marine l'a dit, n'hésitez pas à ajouter vos questions dans le Q&A ou à la limite dans le chat. Si jamais il y a vraiment un terme que vous ne comprenez pas là, tout au cours de la présentation, je vous invite à l'écrire dans le chat, puis Marine ou Catherina pourront m'arrêter pour que je puisse spécifier. Mais si c'est vraiment des questions d'ordre plus général, je vous invite à attendre à la fin. Puis, je veux vraiment remercier Nexus Santé là, pour m'avoir donné cette opportunité de présenter un webinaire sur le jeu libre. Donc, pour parler un petit peu de moi rapidement, mon nom est Maude Roy-Vallière, je suis étudiante au doctorat en éducation à l'Université du Québec à Montréal. Et en fait, mon expérience à moi là, avec les enfants de 0 à 5 ans concerne surtout les enfants de 3 à 5 ans. Effectivement, j'ai été enseignante à la maternelle 4 ans pendant 2 ans, là, en 2017 et 2019. Donc, vous remarquerez que mes exemples concernent surtout les enfants là, de 3 à 5 ans, mais j'ai pris la peine quand même d'aller chercher vraiment pour décrire le jeu libre et le développement des enfants de 0 à 5 ans. Donc, n'hésitez pas non plus à me poser des questions sur les enfants plus jeunes. Je pourrais répondre en fait au meilleur de mes capacités. Donc, pour ce qui est le plan de la présentation là, de ce soir, on va vraiment se concentrer sur 4 grandes thématiques. Donc, d'abord, qu'est-ce que le jeu libre? On va parler un petit peu de c'est quoi, en fait, quelles sont ses caractéristiques. Je vais également parler de l'évolution du jeu libre avec le temps. Donc, vous allez voir que pour les enfants, là, en fonction de l'âge, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on entend par du jeu libre. On va aussi parler du rôle de l'adulte dans le jeu parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ou l'entièreté d'entre vous êtes parents, famille, amis, etc. Donc, on va pouvoir un peu voir ensemble quel rôle l'adulte devrait avoir en fait dans le jeu de l'enfant. Et finalement, je vais vous donner plusieurs idées d'activités pour instaurer le jeu libre à la maison de toutes sortes de façons. Donc, voilà. Encore une fois, si vous avez des questions là, de façon plus générale, je vous invite à les garder pour la fin de la présentation. Par contre, pour commencer, en fait, avec notre premier grand thème qui est qu'est-ce que le jeu libre, j'aimerais essayer avec vous d'être un petit peu interactif. Donc, en fait, j'ai 3 questions à vous poser et si ça vous va, vous pourrez y répondre dans le chat. Donc, la première question, en fait, pour laquelle vous pourrez réfléchir, c'est jouez-vous encore? Donc, est-ce que le jeu a une certaine place dans votre vie? Quelle forme est-ce qu'il prend? Donc, à quoi est-ce que vous jouez? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des types de jeux en particulier que vous aimez réaliser, etc.? Et la troisième question est avec qui
est-ce que vous jouez? Donc, j'aimerais prendre juste 1 ou 2 minutes pour voir s'il y a des personnes qui ont des réponses en ce sens. Puis on pourra voir ce qui sera peut-être répondu pour voir finalement quelle place prend le jeu dans votre vie. Alors, je vais garder un œil sur le chat en espérant avoir quelques réponses. Parfait. Donc, on a des participants qui nous disent qu'ils jouent au Uno avec, entre autres, leur mari. C'est un super jeu que j'imagine beaucoup de familles ont. D'ailleurs, moi-même, c'est un jeu que j'ai ici à la maison et que je joue également avec mon conjoint. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Pas pour l'instant. Ah oui. Alors, jeu de société, des cartes avec la famille, effectivement. Donc, souvent, on va vraiment venir jouer à des jeux avec les proches. Jeu dans la nature aussi qui est dans le chat avec frères, sœurs et amis. Donc, on voit vraiment que finalement, le jeu peut prendre, même en tant qu'adulte, différentes formes. On a quelqu'un aussi qui nous dit un jeu qui s'appelle Blocus. Oui, que je connais bien, jeu de cartes au camping, des jeux de Lego, évidemment. Donc, même en tant qu'adulte, nos jeux, les jeux qu'on aime jouer, en fait, sont différents, sont divers. Mais on voit aussi quand même que chacun, vous avez peut-être une réponse personnelle à savoir à quoi est-ce que vous jouez. Et on voit que, en général, on joue encore. Donc, on peut s'imaginer que si en tant qu'adulte, le jeu a encore une certaine place dans nos vies, évidemment, pour nous amuser, pour relaxer, etc., mais on peut comprendre que le jeu pour les enfants, évidemment, ont une place extrêmement importante. Donc, merci aux réponses. Vous pouvez continuer si ça vous chante. Je poursuis avec la présentation. Donc, qu'est-ce que le jeu libre? Eh bien, quelques caractéristiques du jeu libre. Tout d'abord, le jeu libre est évidemment agréable, n'est-ce pas? Donc, l'enfant doit être attiré par ce qu'il fait. Il doit être attiré par le jeu, éprouver du plaisir, évidemment, lorsqu'il y joue. Donc, la première caractéristique du jeu, c'est qu'il doit être agréable. Le jeu libre est librement choisi. C'est-à-dire que le jeu libre ne doit pas être imposé par l'adulte. Donc, normalement, l'enfant doit vraiment sentir qu'il peut choisir de la forme de son jeu, de la direction aussi que va prendre le jeu, parce qu'évidemment, le jeu va avoir tendance à évoluer un petit peu dans le temps, là, dans, disons, l'heure que l'enfant va jouer. Le jeu est aussi non littéral. Ça veut dire qu'en fait, il ne va pas entraîner d'effet sur la réalité. Donc, un bon exemple de ça, c'est vous décidez de jouer à la guerre, disons, avec votre enfant, parce que beaucoup d'enfants aiment bien ça, particulièrement les garçons. Et votre enfant vous tue parce que vous êtes un soldat ennemi. Donc, évidemment, vous ne mourrez pas pour de vrai, mais non seulement ça, il ne devrait pas y avoir d'impact dans la réalité, donc il ne devrait pas être mis en punition parce qu'il vous a tué. Donc, il est non littéral, c'est-à-dire que le jeu est vraiment englobé. Ce qui est dans le jeu reste dans le jeu et on n'a pas d'impact après ça dans la vie de tous les jours en lien avec ce qui s'est passé au travers du jeu. Le jeu est également sans règles déterminées par des personnes externes. Donc, si vous êtes avec votre enfant et que vous jouez, bien, vous pouvez décider que vous jouez au chat et au chien et finalement que, je ne sais pas, vous décidez d'aller chez le vétérinaire. C'est tout à fait correct. Par contre, c'est important que si, par exemple, 2 enfants jouent et qu'un adulte vient et va intervenir, à ce moment-là, c'est plus tout à fait du jeu libre. Donc, on ne devrait pas, par exemple, si 2 enfants jouent aux princesses ensemble, un adulte qui arrive et qui dit, ben non, une princesse, ça ne peut pas jouer au tennis, normalement, ça devrait boire du thé. Donc là, ça ne sera plus du jeu libre. Donc, il faut vraiment que ça reste déterminé par les joueurs eux-mêmes, à savoir qu'est-ce que, finalement, les règles qu'elles ont déterminées dans leur jeu. Et finalement, le jeu est en constante évolution. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment une activité qui évolue au gré de la créativité de l'enfant. Donc, de demander à un enfant de continuer à jouer aux dinosaures alors que pour lui, là, tout à coup, il y avait une idée géniale qui lui fait penser à un explorateur. Puis on lui dit, ben non, on joue aux dinosaures. Ben là, ça peut venir vraiment enrayer le jeu et diminuer l'engagement de l'enfant dans justement le jeu. Donc, évidemment, là, on parle du jeu libre.
Et dans le jeu libre, l'adulte doit vraiment laisser le contrôle à l'enfant pour que l'enfant puisse vraiment s'y engager, prendre le temps d'y jouer, de réaliser les apprentissages aussi auxquels il va avoir accès et dont je parle dans les prochaines diapositives. Donc, on peut comprendre que le jeu ne va pas toujours être libre dans la vie, c'est normal. Par exemple, on pourrait souhaiter jouer à un jeu de société, mais à ce moment-là, il y a vraiment des règles qui sont établies par le jeu de société, à moins qu'on décide d'y aller vraiment très créatif et qu'on crée nous-mêmes nos propres règles. Mais évidemment, c'est super important. On peut tout à fait jouer à des jeux de société. On peut également réaliser des activités, par exemple, aller faire de la nage, faire de la musique. Mais c'est important aussi de laisser une bonne partie, de nos journées avec nos enfants au jeu libre, où est-ce que l'enfant va vraiment sentir qu'il a un poids de décision finalement dans le jeu. Donc voilà. Puis on peut se demander si le jeu libre, en fait, est pour l'enfant. Pour l'enfant dissident de jeu libre, il a complètement le choix de ce qu'il fait. Quel est le rôle de l'adulte au travers du jeu libre? Donc ça, justement, on va l'aborder au cours de la présentation. Donc, le jeu libre et le développement de l'enfant. Alors, je vous ai ressorti déjà dans notre partie théorie là, quelques exemples d'effets positifs que les chercheurs ont observés sur le développement des enfants en lien avec le jeu libre. Par exemple, on a ici la sphère motrice et la sphère sociale et affective. Donc, on voit que le jeu libre peut permettre de développer la force, l'endurance, l'équilibre, mais aussi le partage, la coopération, la résolution de conflits. Évidemment, c'est des effets sur le jeu, sur le développement qui doivent être compris et adaptés en fonction du niveau de développement de l'enfant. Donc, évidemment, un enfant de 2 ans ne va pas avoir les mêmes effets positifs sur son développement qu'un enfant de 4 ans, mais le contexte de jeu libre demeure le contexte qui est le plus propice finalement aux apprentissages que le jeune enfant va faire. Donc, je vous donne 2 exemples dans les photos ici à droite. Par exemple, le premier exemple, un enfant entre 0 et 2 ans découvre près de lui plein de blocs différents et il essaie de les empiler pour créer une tour. Donc, qu'est-ce que peut-être cet enfant-là pourrait apprendre sur les sphères physiques et sur les sphères sociales avec une tour en bloc? D'abord, au niveau de la sphère physique et motrice, évidemment, le fait de faire une tour qui s'empile de plus en plus haut va lui demander de peut-être se tenir debout. Donc là, on va travailler la posture. Il va aussi lui demander de devoir prendre le bloc et le poser où est-ce que ses yeux et ses mains veulent le poser. Donc, on va travailler également la coordination main-œil. Donc, on voit que déjà, au niveau physique et moteur, on travaille une certaine partie du développement de l'enfant. Au niveau social et affectif, pour un enfant de 0 à 2 ans, souvent, c'est un peu plus difficile dans le sens où est-ce qu'il va moins jouer avec d'autres enfants. Par contre, il est capable d'accepter des blocs qu'un adulte va lui donner. Donc, il est capable tout de même, à cet âge-là, de travailler la coopération, donc de venir mettre les blocs, de peut-être écouter en fait les indications que l'adulte pourrait lui donner, d'adapter ses comportements en fonction de ce que l'adulte pourrait lui demander ou lui proposer. Donc, c'est une autre façon de travailler la sphère sociale et affective. Pour un enfant de 3 à 5 ans, on le voit pour la deuxième image à droite, donc un petit garçon qui découvre un déguisement de médecin et qui décide de s'inventer une situation de jeu. Donc, où est-ce qu'il devient médecin? Eh bien, évidemment, au niveau de la sphère physique et motrice, on va peut-être y aller un peu plus en motricité fine. Ça veut dire on va travailler un peu plus les petits muscles de la main et des bras. Donc, par exemple, évidemment, on va prendre le stéthoscope et le mettre dans ses oreilles. Donc, déjà, c'est un mouvement qu'il faut pratiquer. On pourrait aussi prendre un scalpel, faire à semblant qu'on ouvre quelqu'un, qu'on opère quelqu'un. Donc, on voit qu'il y a une partie physique et motrice. Mais on a aussi une sphère sociale et affective. Donc, de 3 à 5 ans, les enfants ont plus tendance à aller jouer avec les autres. Donc, le fait déjà de dire, moi, je suis médecin, il va travailler son estime de soi, il va pratiquer à, en fait, exprimer les choix qu'il veut faire. Et là, ensuite, il pourrait travailler en collaboration avec un autre enfant qui, lui ou elle, deviendrait infirmier, infirmière et ils pourraient travailler ensemble à opérer un patient. Donc, au travers du jeu libre, qui est vraiment de ce côté-là un peu plus symbolique, c'est-à-dire un jeu de faire semblant, on voit aussi qu'il y a plusieurs effets sur le développement global de l'enfant. On a aussi la sphère langagière et la sphère cognitive.
Donc, pour ce qui est du langage, c'est vraiment tout ce qui est parler, recevoir aussi des instructions, comprendre, dialogue, habileté narrative. Et pour la sphère cognitive, on parle un peu plus des stratégies d'expérimentation, l'essai-erreur, le raisonnement, tout ça. Les fonctions cognitives en rouge, en fait, on parle des capacités du cerveau qui permettent de contrôler un peu ce qu'on fait avec notre environnement. Donc, par exemple, l'attention et la mémoire vont être des fonctions cognitives que l'enfant peut travailler au travers de la sphère cognitive, finalement. Donc, si on reprend nos deux exemples, l'enfant de 0 à 200 qui bâtit sa tour, bien, qu'est-ce qu'il va apprendre de la sphère langagière? Bien, peut-être qu'il va apprendre à formuler des demandes en disant je veux un bloc pour continuer ma tour, ça se pourrait, mais il va aussi apprendre à comprendre finalement, à augmenter son vocabulaire quand l'adulte va lui dire ah, ça c'est un bloc. Peut-être qu'il va pointer vers le chiffre 8, donc il va tranquillement, pas vite, voir un lien avec le tracé du 8. Il va parler du règne, par exemple, qu'on voit dans les images. Donc, on a beaucoup de développement du vocabulaire de ce côté-là. Au niveau cognitif, évidemment, l'enfant qui s'essaye à mettre des blocs l'un par-dessus l'autre, ben, va à un moment donné se rendre compte que mettre un gros bloc en bas, c'est peut-être une meilleure stratégie que mettre un petit bloc en bas. Donc, ça tient un petit peu mieux. Alors, évidemment, on va travailler toutes les stratégies d'expérimentation et de résolution de problèmes au travers de ça. Pour ce qui est de l'enfant qui jouait au médecin, au niveau de la sphère langagière, évidemment, on va avoir toute une quantité de vocabulaire en lien avec la médecine, mais aussi s'il joue avec un autre enfant ou avec un adulte, ben, peut-être qu'on a un dialogue qui va se développer. Donc, moi, je vais utiliser le scalpel. Est-ce que vous pouvez me donner une éponge pour m'éponger le front? Donc, du va-et-vient comme ça au niveau de la communication. Au niveau de la sphère cognitive, évidemment, l'enfant pourrait trouver des stratégies, par exemple, pour essayer de trouver, bien, justement, le scalpel, on n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser à la place pour faire comme un scalpel? Bien, peut-être que ça va être le petit couteau faire semblant dans l'équipement du coin maison, par exemple. Donc, là, on va trouver, ou ça pourrait être simplement une petite branche qu'on a trouvée à terre, qu'on va utiliser comme scalpel. Donc, on va travailler nos stratégies un peu de créativité, de raisonnement. Et la même chose pour les fonctions cognitives. Donc, je vous disais que ça incluait la mémoire. Bien évidemment, l'enfant qui cherche un autre objet pour remplacer un scalpel va devoir réfléchir à, bon, garder en tête, je cherche un scalpel et maintenant, comment je peux arriver à le remplacer. Donc, voilà un peu les effets du jeu libre sur le développement global de l'enfant. Je vois dans le chat qui dit serait-il possible d'avoir les diapositives par courriel? Effectivement, le PowerPoint sera disponible après la rencontre. Puis, vous allez voir dans les prochaines diapositives, il y a des ressources dans le bas des diapositives. Donc, vous pourrez accéder aux ressources si ça vous tente de lire un peu plus loin sur le sujet. Là, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Je tiens aussi à mentionner que le jeu libre peut avoir des bienfaits pour la santé mentale, surtout au niveau des enfants. Donc, on a plusieurs recherches qui ont montré que le jeu libre permet vraiment de ressentir évidemment des sentiments positifs parce que, comme on a vu, le jeu libre est agréable pour l'enfant. Il aime jouer, il s'intéresse. En fait, ça va directement chercher ses intérêts parce qu'il va décider lui-même de ce qu'il fait. Évidemment, ça va renforcer aussi un peu la résilience du cerveau parce que le jeu libre, comme il est complètement ouvert, bien, l'enfant a vraiment la possibilité de vivre une diversité de nouvelles expériences. Donc, le cerveau va s'habituer à vivre différentes choses également. Donc, ça va améliorer la résilience pour le développement ultérieur également. Évidemment, ça améliore la concentration parce que même en tant qu'adulte, quand on fait quelque chose qu'on aime beaucoup ou pour lequel on est très intéressé, bien, c'est toujours plus facile de maintenir notre attention et notre concentration pour un long temps. Donc, pour les enfants qui ont à peu près quelques minutes d'attention, on dit souvent que les enfants ont le même nombre de minutes d'attention que leur âge. Eh bien, le fait que le jeu les intéresse va vraiment leur permettre d'améliorer cette concentration-là, de développer ces capacités-là, de se pouvoir se concentrer sur un long moment. Donc, ça va améliorer tout au bout la concentration dans les âges ultérieurs. Évidemment, ça leur permet de maintenir des relations saines parce qu'au travers du jeu, ben,
On va jouer avec le parent, on va jouer avec les amis. Donc, on développe des relations au travers de ça, mais on apprend aussi à, à vivre en société. Donc, ce qui m'amène au dernier point, là, qui réduit les comportements indésirables. Mais un très jeune enfant qui va voler le jouet d'un autre enfant, bien, à un moment donné, il va se rendre compte que l'enfant qui est à côté de moi, il pleure toujours ou il crie toujours quand je lui enlève le jouet. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, vraiment, ça peut permettre de réduire les comportements indésirables en société. Donc, il va tranquillement comprendre qu'il y a des limites, que les autres ont aussi des envies, ont des goûts, et donc permettre de mieux respecter ça aussi également. Donc, comme je vous ai dit, ici dans le bas à gauche de la diapositive, j'ai mis un lien vers une ressource qui s'appelle les 5 résultats clés sur le jeu libre et la santé mentale. Donc, si jamais ça vous intéresse à lire après, là, à partir du PowerPoint, vous allez pouvoir avoir le lien vers cette ressource. Maintenant, si on parle de l'évolution du jeu avec le temps. Donc là, je vous ai dit que le jeu libre, c'était fantastique. Ça permettait vraiment à l'enfant de développer plein de choses. Comment est-ce que le jeu va évoluer avec l'âge? Parce que c'est pas tout à fait pareil, hein, entre 0 et 5 ans, la façon dont l'enfant va jouer. Il faut aussi savoir que comme c'est pas pareil, en tant que parent, nos attentes doivent aussi être adaptées pour créer un contexte de jeu qui va être vraiment agréable et stimulant pour l'enfant. Donc, entre 0 et 2 ans, on va parler vraiment d'un jeu qui est solitaire. Ça veut dire que l'enfant va être surtout concentré sur ce qu'il fait. Donc, évidemment, l'intérêt qu'il a envers les autres est tranquillement en développement, mais il n'est pas tout à fait là encore. Par contre, à cet âge, il est vraiment intéressé à partager ses découvertes, surtout avec l'adulte. Donc, vous êtes son parent. Si jamais il se retourne vers vous, vous fait un grand sourire, il semble bien content. Donc, ça se peut très bien qu'il interagisse un peu avec vous pour partager ce qu'il fait. Mais il va très peu le faire avec les autres bébés ou les autres enfants qui sont à côté de lui. Par ailleurs, les enfants de cet âge-là vont parfois recourir à des gestes qui démontrent une certaine sensibilité. Donc, le bébé est très concentré sur ce qu'il fait, mais il est quand même sensible à ce qui se passe à côté de lui. Donc, si jamais un autre bébé se met à pleurer, ça se peut qu'il soit sympathique et vienne lui faire un câlin ou encore qu'il se mette lui aussi à pleurer à son tour. Donc, il y a quand même une certaine sensibilité avec ce qui se passe autour de lui. En 2 à 3 ans, on voit apparaître le jeu parallèle. Donc, le jeu parallèle, c'est jouer à côté ou à proximité, mais on ne joue pas nécessairement avec. Donc, ça veut dire que l'enfant va, encore une fois, être très concentré sur ce qu'il fait, puis peut-être que 2 enfants vont être capables de prendre des animaux dans un bac, mais chacun va jouer de son côté. Donc, un des enfants, par exemple, pourrait prendre des chevaux, va jouer aux chevaux, et l'autre va jouer aux moutons, mais jamais on aura un zoo ensemble. Donc, ça va toujours rester l'un et l'autre. À cet âge-là, encore une fois, l'enfant aime beaucoup, beaucoup interagir avec l'adulte, donc il va plus amener l'adulte à jouer avec lui que les autres enfants. Et il est encore très possessif, donc peu de partage encore possible à cet âge. Donc, c'est normal que, en fait, l'enfant à cet âge-là considère que tout ce qui est à portée de lui lui appartient. Donc, il ne comprend pas encore la notion de propriété des objets. Alors, c'est normal que pour l'enfant se fâche si on lui prend les choses parce que c'est à lui. C'est comme ça qu'il considère la réalité. Il est quand même attentif à ce qui se passe autour et il va y réagir. Donc, si jamais une chicane éclate entre 2 enfants un peu plus loin, ça se peut qu'il lève les yeux et qu'il regarde un peu. Et finalement, en 3 et 5 ans, on a le jeu coopératif. Donc, l'enfant, tranquillement, pas vite, va commencer à vouloir, à être intéressé à jouer avec les autres. Donc, il va commencer, tranquillement, pas vite, à jouer avec un seul ami, puis après, à plusieurs. Donc, on voit souvent à la fin de la maternelle, là, vers 5 ans, que les enfants sont très à l'aise de jouer à 3-4 pour des différents scénarios de jeu. Évidemment, l'enfant, à cette époque-là, comme il commence à travailler avec les autres, il prend aussi conscience du droit des autres, donc des concepts comme le partage, la collaboration. Ça va être un peu plus clair pour lui, puis il comprend tranquillement pas vite que l'autre aussi a le droit de prendre la peluche d'ourson, puis c'est correct, puis on va partager, on va se la séparer. Mais par contre, l'enfant de cet âge-là n'aime pas perdre
et les disputes sont encore fréquentes. Donc, il n'aime pas perdre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais le laisser perdre, donc on doit toujours le laisser gagner. Mais par contre, c'est normal qu'il réagisse fortement les premières fois, là, quand, par exemple, on va jouer à un jeu de société. Et évidemment, il n'a pas encore des compétences sociales qui sont très développées, donc souvent les disputes arrivent. En fait, elles sont très fréquentes et l'enfant va souvent avoir besoin de l'adulte pour l'aider à résoudre ces disputes. Donc, pour plus de détails par rapport à l'évolution du jeu de 0 à 5 ans, je vous invite à lire en bas à gauche les articles de Naître et Grandir sur l'évolution du jeu qui sont vraiment très détaillés et très intéressants aussi. On a vu que l'enfant était intéressé tranquillement, pas vite, à travailler avec les autres. Il y a aussi différents types de jeux pour lesquels on pourrait penser, puis qui attirent les enfants, mais de différentes façons aussi en fonction de l'âge. Donc, par exemple, pour les jeux qui sont moteurs, c'est les jeux qui vont en fait vraiment inclure l'ensemble du corps. Donc, par exemple, entre 0 et 1 an, l'enfant découvre son corps. Donc, il va tranquillement découvrir, ah, j'ai des mains, ah, j'ai des doigts, puis je peux peut-être faire des choses avec ça. Donc, on voit, mais c'est vraiment à la base entre 0 et 1 an. Entre 1 an et 2 ans, on développe un petit peu plus l'équilibre et la coordination main-œil. Donc là, le bébé est capable de se tenir debout, de se mouvoir peut-être un petit peu et va être capable de venir chercher des choses. Donc là, ça devient un petit peu plus intéressant pour lui, essayer d'aller attraper, peut-être lancer aussi, ça peut arriver. En 2 et 3 ans, l'enfant apprend à franchir des obstacles et à utiliser, entre autres, un ballon, mais aussi une balle. Donc, il va être plus intéressant pour l'enfant de passer par-dessus, au travers, en dessous des choses, puis peut-être lancer ou utiliser son pied avec un ballon pour s'amuser, en fait. Et finalement, en 3 et 5 ans, vraiment, là, c'est l'âge où est-ce que l'enfant explore toutes les possibilités de son corps. Donc, il va faire plein d'activités différentes, sauter, grimper, courir, nager, etc. Donc, vraiment, on a beaucoup d'activités différentes qui vont servir à l'enfant à trouver ses limites. Donc, quand on a un module de jeu, par exemple, dans les parcs, bien, l'enfant va souvent, de cet âge-là, essayer de monter le plus haut qu'il peut. C'est simplement parce qu'il essaie de trouver ses limites, puis sans trouver la limite à laquelle il peut aller, ça va être difficile pour lui aussi de savoir ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Donc, il doit se dire, OK, j'ai monté un petit peu, oups, je suis moins à l'aise, je vais peut-être descendre. Donc, c'est vraiment à cet âge-là qu'il va explorer toutes les possibilités de son corps. On a aussi les jeux de manipulation, donc les petits jeux avec des petites pièces. Entre 0 et 1 an, c'est vraiment un plaisir sensoriel qui est là pour le bébé, donc, et plusieurs actions répétitives. Donc, on a souvent des espèces de porte-clés avec différentes textures, des choses qui sont molles, des choses qui sont dures, des carrés, des différentes formes. Donc, l'enfant est vraiment à l'étape de explorer les caractéristiques physiques des objets à partir de sa bouche, de ses mains. Donc, c'est sa façon de comprendre un peu le monde à cet âge-là. Entre 1 an et 2 ans, on parle d'actions qui sont un petit peu plus complexes. Par exemple, l'enfant va être capable de tirer, de tourner, d'ouvrir et de fermer plusieurs choses, puis il aime bien le faire aussi. Et il y a une attirance pour la construction et la déconstruction. Donc, à cet âge-là, c'est normal que l'enfant aime faire la tour, mais il aime aussi la pousser et la laisser tomber par terre. Ça lui procure beaucoup de plaisir. Donc, c'est vraiment le fait de répéter qui va tranquillement lui permettre de comprendre que, par exemple, ben, un bloc, quand on le lance à terre, effectivement, il tombe à terre à chaque fois. En 2 et 3 ans, on a un développement un peu plus de motricité fine. Donc, comme j'ai dit au début, c'est vraiment les petits muscles un peu des bras, des mains. Donc, l'enfant commence à s'intéresser beaucoup au dessin et aux parties mobiles. Donc, les parties mobiles, là, on parle vraiment, par exemple, des camions qui pourraient, avec des bennes qui peuvent s'enlever ou se remettre avec du sable, par exemple, ou des poupées qu'on pourrait habiller avec des petits vêtements. Donc, c'est un petit peu plus fin. On va vraiment développer les muscles des doigts et l'enfant commence vraiment à aimer ça, justement, à être capable d'insérer, de mettre ensemble les blocs Lego aussi, ça fait partie de ça. Et finalement, entre 3 et 5 ans, donc là, on a vraiment un intérêt pour des outils. C'est-à-dire que les enfants, oui, ont déjà un intérêt pour le dessin,
Mais là, ils aiment ça, utiliser différents crayons. Ils aiment ça aussi apprendre à découper, utiliser des ciseaux, utiliser des pinces, puis tout ce que l'adulte va utiliser comme outil dans la vie de tous les jours, les enfants vont vraiment être intéressés à ça, à les utiliser pour leur fin. Et ils aiment beaucoup les jeux aussi qui demandent de la persévérance. Donc, à cet âge-là, ils sont capables d'attendre un peu avant d'avoir une récompense. Donc, par exemple, les casse-têtes qui prennent un certain temps à faire ou encore la construction d'une maison en bloc ou de tour, donc, dont on a besoin un peu plus de précision et de temps pour bien faire. Voilà. Et finalement, les jeux imaginaires, donc, qui sont des jeux un petit peu plus de créativité. Puis vous remarquerez qu'entre 0 et 1 an, en fait, on n'a pas de pensée symbolique, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas capable de s'imaginer une chose qui n'est pas présente. Puis c'est normal, l'enfant n'est pas très vieux d'ailleurs. Donc, par exemple, il ne pourrait pas comprendre qu'on utilise une assiette pour se faire un chapeau. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de pensée symbolique à cet âge-là. Par contre, il va vraiment venir imiter les expressions faciales de l'adulte, des personnes qui l'entourent. Donc, c'est un peu sa façon à lui de reproduire ce qui se passe autour de lui. Entre 1 an et 2 ans, on a une imitation plutôt des gestes et de l'intérêt vers le faire semblant. Donc là, tranquillement, pas vite, on voit un intérêt vers on va se déguiser, on va commencer à justement faire semblant que je suis une maîtresse d'école. Bon, ça ne sera pas là encore à cet âge-là parce qu'habituellement, à 1-2 ans, les enfants ne connaissent pas nécessairement le contexte de l'école, mais ça pourrait arriver. Et il va avoir tendance à aussi imiter les gestes beaucoup. Donc, par exemple, si l'adulte mange avec une cuillère, ben, l'enfant pourrait vouloir manger lui aussi avec une cuillère. En 2 et 3 ans, on a une reproduction des routines et l'animisme qui fait son entrée. Donc, la reproduction des routines, évidemment, si l'enfant, je ne sais pas, va à la garderie, et là, ben, peut-être qu'à la maison, il va commencer à imiter la routine. Bonjour les amis, nous sommes à la garderie et c'est maintenant le temps de la collation. Donc là, l'enfant va vraiment venir reproduire les routines de ce qu'il connaît. Pour ce qui est de l'animation des jouets, je parlais d'animisme. Donc, tranquillement, pas vite, l'enfant, en fait, avec sa créativité, il va commencer à considérer que les objets sont vivants. Hein. Donc, l'enfant va donner un nom à ses jouets, il va leur faire parler d'une façon particulière, il va les faire bouger. Donc, on donne vie aux objets et les enfants aiment beaucoup ça. Et finalement, en 3 et 5 ans, les enfants aiment beaucoup, beaucoup imiter la réalité dans tous les petits détails. C'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup utiliser les mêmes outils, les mêmes déguisements, les mêmes accessoires des scènes de la vie de tous les jours. Donc, par exemple, si, je ne sais pas, il aime bien les constructeurs, mais il va bien aimer également jouer avec le petit tournevis en jouet qui est à peu près le même outil. Donc, il va vouloir répéter les mêmes gestes et imiter un peu, mais vraiment dans les détails avec les mêmes outils. On a aussi le développement de scénario. Donc, à cet âge-là, l'enfant est capable de réfléchir à qu'est-ce qu'il veut faire, comment il va le faire, puis les différentes étapes. Donc, par exemple, d'abord, je suis un constructeur et je vais visser telle chose sur la planche. Et ensuite, la planche, elle va servir à aller faire une maison à tel autre endroit. Donc là, tranquillement, pas vite, l'enfant est capable de prévoir les choses qui peuvent arriver un peu plus tard, par exemple. Donc voilà, jusqu'à maintenant, on a vu ensemble que le jeu était super important pour le développement de l'enfant, que le jeu libre particulièrement devait être surtout contrôlé par les enfants. Et on a vu qu'avec l'âge, le jeu aussi se traduit de façon différente chez les enfants. Donc, on avait évidemment les bébés qui n'étaient pas tout à fait capables de utiliser leurs gestes jusqu'aux enfants qui explorent toutes les variétés de leur corps. Donc, maintenant, on peut se questionner, maintenant qu'on sait comment le jeu évolue, mais c'est quoi la place de l'adulte dans le jeu? Donc, évidemment, vous allez voir, il y a toutes sortes de rôles que l'adulte peut prendre. On se rappelle que le jeu libre est censé être libre dans le sens où l'enfant le contrôle, mais ça ne veut pas dire que vous devez être extérieur au jeu. Et on se rappelle aussi que c'est correct qu'on ait des activités qui sont un peu plus dirigées par l'adulte. Ça veut dire que l'adulte va peut-être décider un peu plus du jeu, par exemple un jeu de société, par exemple, on va marcher autour du bloc. Mais
il faut toujours garder une certaine place au jeu libre. Donc, quel rôle peut-on avoir en tant que parent, famille, grands-parents dans le jeu? Je vous en ai mis 6 ici. Donc, le premier rôle est très simple, c'est joueur. Donc, évidemment, l'enfant vous dit « Je serais intéressé, j'aimerais ça que tu viennes jouer avec moi. » Vous répondez « Oui ». Donc, voilà, c'est facile, vous êtes co-joueur maintenant. L'idéal, c'est de ne pas être intrusif dans le jeu de l'enfant. Donc, si l'enfant vous demande d'être un soldat dans son armée, oui, c'est bon, je vais être le soldat, puis OK, comment on joue au soldat là, déjà? Donc, on essaie de ne pas décider pour l'enfant, mais des fois aussi, quand les enfants vieillissent, on peut leur demander Ah, oui, je vais être soldat, mais peut-être dans telle autre armée. Est-ce que tu penses que ça fonctionne? Donc, on essaie de ne pas être trop intrusif dans le jeu, puis surtout, on ne va pas dire je veux jouer avec toi, s'imposer vraiment dans le jeu de l'enfant. On peut être planificateur, donc aider l'enfant à penser aux jeux qu'il a à accomplir, aux scènes et aux actions quand les enfants sont un petit peu plus vieux. Des fois, en tant qu'enseignante de maternelle 4 ans, des fois, on a des enfants qui viennent nous voir et qui nous disent « Je ne sais pas à quoi jouer ». Puis ça semble tellement simple, mais l'enfant ne sait pas. Donc, on va lui demander de réfléchir. OK, à quoi est-ce que tu aimerais jouer? Avec quel jeu? Ah, tu voudrais jouer au bloc. D'accord, pas de problème. Puis, tu voudrais construire quoi avec tes blocs? Donc, on lui donne des questions ouvertes pour l'amener à réfléchir à ce qu'il peut-être aimerait faire et une chose dans laquelle il serait intéressé de s'engager. On peut être médiateur, comme j'ai dit, entre 0 et 5 ans, il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes avec la collaboration et c'est normal parce que leurs capacités sociales ne sont pas encore complètement développées. Donc, le rôle de médiateur est toujours très important et si vous êtes parent avec plusieurs enfants, vous le savez très bien. Donc, on aide les enfants à trouver leur propre solution. Si votre enfant et son ami jouent à la maison, il se passe un problème. La poupée, on en a une seule, puis ils se chicanent pour savoir qui va l'avoir. On les aide à trouver leur propre solution. OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, donner un certain temps, donc 5 minutes chaque qu'on va avoir la poupée. Peut-être est-ce qu'on peut aller chercher une deuxième poupée qui va permettre de se séparer plus équitablement le matériel. Donc, votre rôle de médiateur est très important pour aider l'enfant à régler lui-même ses problèmes et tranquillement, pas vite, lui donner une certaine autonomie dans le jeu. Metteur en scène aussi, ça semble vraiment simple, mais en fait, c'est le rôle le plus simple que vous pouvez avoir, c'est simplement d'offrir du temps et du matériel pour jouer. Donc, comme je vous ai dit, des fois, on est très pris dans notre horaire. Peut-être que l'enfant a des cours de natation le matin. C'est important peut-être en après-midi de lui laisser du temps, au moins une bonne heure là, pour jouer. Dans les classes de maternelle au Québec, maintenant, c'est prescrit par le programme éducatif de laisser au moins 45 à 60 minutes de temps de jeu 2 fois minimum par jour. Donc, on voit que c'est vraiment important de leur offrir du temps pour ça. On peut être scripteur en bas à gauche. Donc, quand votre enfant commence à pouvoir écrire des scénarios, des fois, c'est bien amusant de les écrire sur papier, ce qu'il vous raconte. Puis ensuite, ça peut vous faire des petits livres pour lire avec lui par la suite ou peut-être au dodo. C'est vraiment intéressant. On peut être observateur finalement. Si jamais vous allez chez quelqu'un d'autre, vous voyez que votre enfant est intéressé par, je ne sais pas, les singes, mais peut-être ça peut être intéressant de lui offrir plus tard des jouets de singes ou du matériel en lien avec ça. Donc, on observe ce qui intéresse l'enfant. On observe aussi ses habiletés. Des fois, il y a des enfants qui, par exemple, sont super bons pour aller courir vraiment vite et revenir. Donc, sont très bons dans la motricité globale qui implique les grands muscles. Mais la motricité fine, c'est un peu plus difficile. Donc, ils ont un peu de misère à tenir leur crayon. Alors, à ce moment-là, en tant que parent, si on observe ça, on peut mieux les soutenir aussi dans leurs apprentissages par la suite. Je vous invite à lire les articles de Naître et Grandir et d'Agir tôt sur les rôles de l'adulte dans le jeu. C'est vraiment très utile et intéressant. Alors, voilà. Quelques exemples d'actions concrètes pour soutenir le jeu de l'enfant à la maison. Donc, comme je vous ai dit, prévoir des moments dans la journée pour le jeu libre est très important.
Soyez intéressés aussi à ce que l'enfant y fait. Posez des questions à votre enfant après le jeu. Vous pouvez le faire pendant le jeu, mais après le jeu aussi, ah, tu as joué à quoi aujourd'hui? OK, tu as joué au chat et au chien. Bien, parfait. Puis c'était qu'est-ce que tu as fait? Donc, montrez-lui que vous avez un intérêt, puis ça va vraiment encourager l'enfant aussi à être plus créatif et plus engagé. Encouragez votre enfant quand il joue seul aussi, ça peut être bien, comme ça développe son autonomie. Bravo, tu t'es déguisé seul. Ah oui, tu joues à Captain America. OK, parfait. Donc, ça aussi, ça peut encourager votre enfant. Offrir du matériel varié et ouvert. Parfois, on n'a pas toujours justement les ressources pour offrir du matériel qui est très, très, très varié. J'insisterais sur le fait qu'il soit ouvert. Ouvert, en fait, c'est simplement que l'objet n'est pas limité à sa représentation. Donc, par exemple, si on a un jouet de dinosaure, bien, souvent, ça va rester un jouet de dinosaure aux yeux de l'enfant. Tandis que si on a, par exemple, une branche, bien, la branche peut devenir une épée, peut devenir une baguette, peut devenir un fouet, peut devenir toutes sortes de choses. Donc, des fois, c'est intéressant de cibler un peu plus le matériel qui est ouvert, par exemple, simplement des blocs en bois, des éléments de la nature, des branches, aussi beaucoup des Legos qui peuvent devenir un peu n'importe quoi pour permettre la créativité et une certaine liberté de création chez l'enfant. Et aussi simple qu'amener votre enfant au parc permet de soutenir son jeu, donc ça lui permet de vivre des expériences différentes et aussi de s'habituer à d'autres environnements, de trouver des nouvelles idées dans les différents environnements. Donc, il me reste encore quelques minutes, alors je passe rapidement sur comment on peut instaurer le jeu libre à la maison. Donc, je vous ai sélectionné quelques idées d'activités. Vous allez voir, là, il y en a plusieurs, puis on pourra discuter de ça après si vous le souhaitez. Donc, des idées de jeu pour l'intérieur. On l'a vu avec la COVID-19, on est beaucoup resté à l'intérieur, puis c'est pas toujours facile de faire la gestion des enfants qui sont à la maison. Donc, je vous ai mis quelques idées de jeu pour l'intérieur, puis ça l'aide aussi pour, évidemment, les journées de pluie ou les journées de tempête quand il fait un peu plus froid là, avec la neige à l'extérieur. Donc, se déguiser, planifier, réaliser des petits spectacles, c'est quelque chose qui est universellement apprécié par les enfants. Inventer des histoires avec des figurines ou des peluches. Donc, si vous avez, peu importe le type d'animaux, de représentation, de peluches que vous avez, c'est toujours amusant de s'inventer des histoires avec ceux-là et de parler, de les faire parler. On peut aussi donner un rôle à des objets ménagers. Évidemment, le balai peut devenir un balai de sorcière, il peut devenir un cheval pour se promener dans la maison, mais il pourrait aussi avoir un rôle autre. Ça pourrait être un acteur parlant dans une histoire de dinosaures, par exemple, un long cou, tu sais, ça peut devenir ça. Évidemment, raconter des histoires et les illustrer. Les enfants de 3 à 5 ans aiment beaucoup dicter à l'adulte parce que souvent, ils ne sont pas encore capables d'écrire, ce qui est tout à fait normal. Donc, l'adulte peut écrire ce que l'enfant lui dicte, puis ensuite, on peut ensemble vraiment illustrer ce qui a été marqué sur le papier. Réaliser des jeux sensoriels ou tactiles. Donc, les jeux sensoriels, c'est vraiment utiliser les sens. Donc, par exemple, essayer de deviner des odeurs, avoir un pot de sucre, de sel, de café, par exemple. Ça pourrait être aussi avoir un sac dans lequel on pige, puis on essaye, les yeux fermés, de déterminer quel est l'objet qu'on a pris dans le sac. Ça peut être aussi simple que d'avoir un petit bac avec du riz dedans, puis on fait des formes. Donc, ça travaille un peu la motricité fine. Ou également faire des dessins dans le dos de l'autre et essayer de deviner, est-ce que c'est une fleur ou est-ce que c'est un soleil que je t'ai fait? Donc, ça, c'est des bonnes idées de jeux sensoriels. Fabriquer quelque chose à partir de matériaux recyclés, très facile, demande peu de préparation et les enfants aiment toujours ça, construire des robots ou des fusées. Et finalement, réinventer des sports d'intérieur. Par exemple, on pourrait jouer au ping-pong avec une jambe. On pourrait créer un jeu de quilles avec des gobelets et une petite balle. On pourrait faire du yoga sur un tapis de twister, ce qui donne un petit peu plus de punch. Donc, on peut aussi réinventer des sports pour que, sans que ça soit dangereux pour l'intérieur. Pour ce qui est de l'extérieur, donc, je vous invite aussi à sortir beaucoup avec votre enfant. On peut construire une cabane dans le jardin. Évidemment, si on n'a pas de bois, du carton, ça peut tout à fait aller très bien, ou même avec des doudous, des couvertures, des coussins. Donc, c'est super pour construire une cabane à l'extérieur.
dessiner sur le pavé avec des craies, beaucoup d'enfants aiment ça. Explorer simplement la nature, allez vous promener, regardez les insectes qui marchent tout autour de vous. On observe les arbres, on touche peut-être aux plantes, évidemment. On ne touche pas trop à l'herbe à puce, mais on peut quand même y aller avec le sensoriel. Peindre et cacher des petites pierres dans le jardin ou ailleurs pour voir si elles sont encore là après. Construire un parcours à l'aide d'éléments de la nature, donc placer des branches pour faire un peu comme une marelle, ça peut être également intéressant. Inventer des scénarios avec les branches. Donc, chacun on a une branche, chacun on a une épée et voilà, on se bat. Et explorer les modules de jeu qui sont là. Donc, les parcs municipaux sont des super de beaux endroits pour, en fait, être avec votre enfant. Puis c'est gratuit, c'est ouvert à tous, donc ça lui donne aussi des opportunités de voir ses limites un peu plus physiques. Alors, je vous invite à explorer les modules qu'il y a pas loin de chez vous. Je vois plein d'idées, de belles idées qu'il y a dans le chat, donc je vous invite à le lire également. Puis finalement, j'ai pris quelques idées de jeux libres pour lorsque l'enfant va chez les grands-parents. Peut-être que vous êtes grands-parents vous-même. Je ne vous connais pas, mais souvent, hein, quand un enfant, on transporte chez les grands-parents, ben, on ne va pas transporter l'ensemble des jeux, des jouets qu'il a, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est quelques idées d'activités qui sont assez faciles à réaliser puis qui demandent peu de matériel déjà. Donc, faire la cuisine avec les enfants, c'est toujours intéressant. Oui, on peut les laisser mesurer s'ils sont capables, s'ils sont rendus à cet âge-là, mais simplement leur permettre de le verser, de peut-être juste brasser dans un pot, de regarder le pain soulevé au four ou dans le bol. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes à faire avec les enfants. Réaliser une chasse au trésor dans la maison, c'est assez simple. On fait juste cacher des petits bouts de papier ou des petits objets et on essaye de trouver l'un après l'autre. Puis l'adulte peut simplement lire l'indice et l'enfant essaie de le trouver. Préparer un spectacle pour les parents, je l'ai dit, donc on peut le faire directement les parents avec les enfants, mais un spectacle pour les parents, c'est toujours aussi très agréable. Créer un album photo, ça peut être super intéressant pour les enfants visuellement, mais aussi pour peut-être connaître l'historique de la famille. Ça peut être vraiment intéressant. Cultiver le jardin. Donc, encore une fois, on travaille un peu plus manuellement avec les enfants, puis ça leur permet de faire plein d'apprentissages sur les plantes, la nourriture, les insectes qu'il y a dans le jardin, tout ça. Ou encore faire un concours de dessin. Donc, avec un crayon et une feuille chacun, ben, qui dessine la plus belle banane? Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très apprécié par les enfants. Donc, au bout de tout ça, je vous laisse avec quelques pistes de réflexion tout de même en conclusion. Donc, sachez que l'enfant est toujours plus actif et engagé pendant les périodes de jeu libre à l'extérieur. Donc, tout simplement parce que l'enfant est souvent très stimulé par ce qui se passe à l'extérieur, pardon. Donc, il voit plusieurs choses qui se passent. Il peut vraiment aller assouvir sa curiosité. Donc, souvent, l'enfant a une attention, une meilleure concentration dans les jeux à l'extérieur et des études ont aussi commencé à montrer que ça permet d'avoir une meilleure santé oculaire. Donc, je vous invite à aller souvent à l'extérieur avec vos enfants autant que possible. Évidemment, on assure un équilibre entre les activités qui sont dirigées et les jeux libres. Comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal et très amusant de réaliser des jeux de société ou de faire des activités d'enrichissement peut-être avec votre enfant, de la nage, de la musique, etc., apprendre une deuxième langue. Mais il faut vraiment laisser un temps pour les jeux libres parce que c'est là que l'enfant a le plus de facilité à réaliser des apprentissages. Et finalement, attention à l'utilisation de la technologie. Évidemment, ce n'est pas à bannir complètement de nos vies, mais tout de même, l'enfant, il y a des études qui ont montré que les enfants avaient un peu moins d'attention, pouvaient avoir des problèmes d'hyperactivité pour ceux qui ont utilisé beaucoup la technologie lorsqu'ils étaient jeunes, entre 0 et 5 ans. Donc, je vous invite à tout de même le garder en proportion relativement basse du temps quand vous utilisez la technologie avec votre enfant. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma présentation. Alors, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Après ça, on aura la discussion ou les questions qui seront ouvertes. Si jamais vous avez des questions aussi par la suite, j'ai toujours mon adresse courriel qui est
ouverte à tous. Et vous pouvez me suivre sur Facebook, Maude Royer, PhD. Donc, si jamais vous voulez suivre les travaux que je fais avec les enfants de 4 ans. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Et ici, j'ai quelques références. Donc, si jamais ça vous intéresse de lire un peu plus, il y en a également dans le PowerPoint qui vous sera disponible à la fin. Alors voilà, j'arrête le partage et on pourra passer aux questions. Merci beaucoup, Maud, pour cette présentation très intéressante. Je voulais juste rappeler aussi aux personnes qui sont présentes ce soir que le webinaire est enregistré et sera disponible par la suite sur YouTube et que la présentation sera aussi disponible. Moi, j'avais une petite question déjà pour commencer. Est-ce qu'un enfant a automatiquement envie d'avoir des périodes de jeu libre ou est-ce que de temps en temps, c'est l'adulte qui doit un petit peu le pousser vers sa propre créativité, sa propre imagination? Je dirais que dans la très grande majorité des enfants, c'est vraiment inné. Donc, souvent, quand on commence, moi, j'ai travaillé à la maternelle 4 ans, donc qui est la première année qu'on a au primaire, en fait. Quand on fait une activité qui est plus longue que 15 minutes, habituellement, on a un enfant qui nous dit est-ce qu'on peut aller jouer là? Donc, vraiment, c'est une envie qui est innée chez l'enfant, c'est d'aller jouer, c'est d'aller explorer, c'est d'utiliser les matériels qui lui sont accessibles. Donc, je dirais qu'en grande majorité, votre enfant va vous le dire, vous allez le voir qu'il ressent le besoin de jouer, tout simplement, d'être libre dans le jeu. Mais parfois, il y a des enfants qui ont peut-être été un peu moins stimulés au début. Donc là, ben, on va les amener à être un peu plus créatifs, un peu plus autonomes. Puis, il peut avoir besoin peut-être de l'apport de l'adulte simplement pour lui dire, ben, c'est correct, à quoi est-ce que tu aimerais jouer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et habituellement, avec un peu d'entraînement, quand on lui pose des questions ouvertes, ben, après ça, l'enfant est capable de façon autonome, décider lui-même de son jeu puis de vouloir jouer de façon générale. Merci beaucoup, Maud. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question pour Maud? On va encore laisser je n'ai pas l'expression en français, je suis désolée. Le floor open pour les questions. Oui, Katharina. Merci, Maud. Moi, j'ai une question pour les parents qui emmènent les enfants en voyage, par exemple. Et bon, maintenant, on est un petit peu dans la période du Covid où les voyages sont un petit peu plus relaxés. Est-ce que vous auriez des suggestions, par exemple, pour des jeux dans la voiture? Moi, je me rappelle que quand on était petit, on aimait beaucoup dire les couleurs des voitures qui nous entouraient sur les autoroutes ou alors lire aussi les plaques d'immatriculation. Donc, je ne sais pas si vous avez des suggestions pour les parents qui emmènent les enfants en voyage et qui se déplacent en voiture. Oui, absolument. Puis, c'est pas toujours facile quand on a un long temps à faire. Donc, l'attention des enfants monte et descend, évidemment. C'est toujours une belle idée, justement, tous les jeux qui sont d'observation. Donc, oui, les couleurs des voitures, est-ce qu'on voit une voiture jaune, par exemple, jouer à Mon petit œil voit, là, qui est un jeu souvent en anglais qu'on entend un peu plus. Donc, simplement une observation, demander aux enfants de regarder, OK, on va attendre, puis regardez bien, là, quand on croise un camion, la première personne qui voit le camion le dit. Donc, ça, c'est une belle façon d'occuper un peu le temps. Puis, si jamais vous avez un voyage qui est très long, par exemple plusieurs heures là, de temps, ça peut, ça peut arriver. Je vous conseillerais, en fait, quelque chose que mes parents faisaient avec moi, mais qui est assez facile. On peut, sans nécessairement être trop dans la consommation des jouets, aller quand même à des magasins du dollar et acheter peut-être un jouet par heure de voyage. Donc, un petit quelque chose, ça peut être simplement une balle anti-stress, ça peut être un cube Rubik qu'on essaie de faire, ça peut être un puzzle, ça peut être toutes sortes de choses. Je vous dirais qu'un petit fusil à eau dans l'auto, des fois, c'est un peu plus touché. Mais si vous pouvez prévoir des tout petites choses là, qui ne vous coûtent pas très cher à chaque heure,
Puis, c'est la surprise à chaque heure de savoir qu'est-ce qu'on va trouver. Donc, vous pouvez peut-être vous arrêter, aller justement à la salle de bain, tout ça. Et tout à coup, on donne le nouveau cadeau. Donc, ça peut garder l'intérêt des enfants tout au long du voyage, puis ça les engage envers le petit jeu nouveau qu'ils ont eu finalement. Un bon exemple, c'est un frisbee. Quand on est à la moitié du voyage, on s'arrête puis on joue un peu 15 minutes au frisbee. Donc, ça permet de délier les jambes, de finalement passer un peu l'énergie en trop que les enfants ont. Puis ensuite, on peut repartir. Donc, ça peut aussi aider de ce côté-là.